Et certains d'entre vous nous rejoignent tout juste, alors bonjour à vous toutes et tous. Nous espérons que vous avez profité de ce week-end pour certains prolongé. Et maintenant, on va devoir se remettre tous au charbon et au travail. Voici d'ailleurs votre actualité de ce matin et votre programme. Nous vous proposons de dresser le bilan de ce pont de l'Ascension. Bon nombre d'entre vous en a profité pour prendre quelques jours et les touristes sont également venus en nombre. Diane Delangle dresse le bilan et les commerçants sont ravis, vous allez le voir. Votre projet du jour, nous découvrirons ensemble Handiscopique, un groupe spécialisé dans l'aide aux personnes en situation de handicap. Il lance tout juste une campagne de dons pour améliorer la qualité de leur accueil. L'objectif, aider les aidants, les personnes handicapées grâce à l'aide à domicile par exemple. Et puis notre invité à 8h15, nous vous avons fait découvrir ou redécouvrir le festival Rêve de court. C'est à Benay, c'est un festival de court-métrage. Et pour en parler en plateau, nous avions ce matin Étienne Michaud, le délégué général du festival. Il se déroule du 2 au 5 juin prochain. Avant de développer tout ça, petit point bien sûr sur le ciel vendéen. Vous allez le voir, surtout le retour bien forcément des normales de saison depuis la fin de semaine dernière. Nous avons enfin retrouvé des températures adéquates à une moitié de printemps. Ce matin, il fait 9 degrés au bord de la Roche-sur-Yon, déjà 11 au Sable d'Olonne. Pas de jaloux pour l'allure du ciel, tout le monde peut apercevoir le soleil et quelques nuages. Dans l'après-midi, le ciel n'évoluera pas, mais les températures vont s'élever. Comptez sur 21 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer et le littoral, 22 du côté de Fontenay, 21 pour le reste du département. Vos marées du jour, en ce moment même, elles redescendent. Ce sera pour 11h33 puis 23h22 pour la seconde marée basse du jour. La marée haute à venir, c'est à 17h33 si vous souhaitez vous promener au bord de l'eau. Le coefficient de la journée 76. D'ailleurs, c'est le plus fort de la semaine. Ils vont ensuite redescendre. Et puis la deuxième marée haute, elle est déjà passée. Eh bien, c'était à 5h18 avec là aussi un coefficient de 76. Et avant de passer à votre JT, on vous parle de vos marchés comme chaque matin. Vous voyez, il y a peu de marchés aujourd'hui. Noirmoutier-en-Île, les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer et Benay. Donc Benay où nous avions ce festival de court-métrage dont nous venons de parler avec notre invité. Le marché de Benay, eh bien, il a démarré, c'était à 8h. C'est place du Champ de Foire. Vous pouvez retrouver des aliments et des vêtements jusqu'à 13h. Voilà pour les infos pratiques de ce lundi. Tout de suite, votre JT sur TV Vendée. Et comme convenu, nous débutons avec le pont de l'Ascension. Vous êtes nombreux à en avoir profité et pour cause, c'est l'un des seuls de cette année. Alors l'affluence était forte un peu partout en France, mais également sur le département. Ce pont de l'Ascension était aussi une répétition générale avant la haute saison estivale. Voyez plutôt ce reportage de Diane Delangle. En ce dimanche, ce n'est pas dans l'eau que l'on trouvait les vacanciers, mais un peu partout dans les rues. À Saint-Jean-de-Mont, ce week-end de l'Ascension s'est révélé intense pour les professionnels. Nous, on a fait un relevé en fait dès le début de semaine. On savait dès lundi que le taux de remplissage sur le locatif était à 90% sur la destination. Donc, ce qui correspond vraiment à des chiffres similaires au mois d'août. Il y a eu une concentration en fait des réservations sur ce seul pont du mois de mai. Au sein de l'Office de tourisme, c'était un week-end de haute saison puisqu'on a eu des fréquentations similaires à un plein mois d'août avec des journées à plus de 1000 personnes sur le jeudi par exemple de l'Ascension. Dans ce restaurant, on enregistre 486 couverts rien que pour la journée du samedi. C'est un des plus forts qu'on ait fait, ça fait 12 ans qu'on est là et c'est un des plus forts week-ends de l'Ascension qu'on ait fait. Ouais. Et à ce dernier jour du week-end s'ajoute la fête des mères. On est complet au premier et au deuxième service. Voilà, donc après, ça sera peut-être comme hier, on rentrera pas chez nous cet après-midi et on servira jusqu'à 15h30, 16h s'il faut, voilà, pour redémarrer à 18h. Donc vous pensez bien qu'on reste l'après-midi et on renchaîne. Même son de cloche chez ce loueur de cycle qui compare ces derniers jours à l'équivalent d'une journée en plein mois d'août. Non, on s'est bien préparé, on le sait, ça fait une dizaine d'années où l'Ascension c'est un très 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 gros week-end. Donc là on met tout en face, on sort vraiment tout le matériel comme l'été pour être prêt et pour satisfaire tout le monde. Pourtant la grisaille de jeudi et vendredi aurait pu freiner les ardeurs. Nous le temps gris c'est toujours, pour faire du vélo c'est toujours mieux. Enfin de toute façon au niveau consommation c'est mieux un temps gris qu'une canicule. Donc non pour nous c'est pas très très inquiétant sur un week-end. Autant un week-end basique, un mauvais temps, personne vient. Là l'Ascension les gens avaient réservé depuis déjà très longtemps. Donc de toute façon tout le monde était là donc il fallait faire quelque chose. Donc bien ou mal on se couvre et on fait des activités.
Le long week-end de la Pentecôte, traditionnellement moins rempli, pourrait néanmoins réserver quelques surprises. Quoi qu'il en soit, les professionnels rencontrés sont unanimes, la saison d'été s'annonce chargée. Plus que 2 semaines avant le premier tour des élections législatives. Comme chaque jour, nous vous proposons de vous familiariser avec des candidats de votre circonscription. Aujourd'hui, 3 nouveaux potentiels candidats. Le premier, c'est Laurent Caillot, candidat dans la première circonscription. Il se présente d'hiver droite, mais à l'investiture du parti Les Républicains. Et vient ensuite Benoît Jamonneau, deuxième circonscription. Il se présente avec le parti Solidarité et Progrès. Pour rappel, sur la 4e circonscription, Virginie Fouquet est candidate et dans son interview, eh bien, elle est déjà passée, c'était à retrouver sur nos antennes et sur notre site internet comme toutes les interviews. Enfin ce matin, redécouvrez Denis Lebars, candidat lui aussi sur la 4e circonscription. Il se présente comme LREM mais n'a pas reçu l'investiture par le parti du président de la République. Parmi les problèmes principaux, il y a d'abord le logement pour les jeunes. Et là, le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire est essentiel. Et le deuxième enjeu est bien sûr la santé, et notamment la problématique de désertification médicale, parce qu'il manque aujourd'hui 40 médecins sur le département. L'enjeu principal, c'est d'abord de représenter les habitants de la circonscription. Pendant 5 ans, ils ont été ignorés par le député sortant. Or, aujourd'hui, ce sont leurs problèmes qui doivent être remontés à l'Assemblée nationale. Un député aujourd'hui est élu, certes avec telle ou telle étiquette, mais ne revient jamais vers ses concitoyens. Et pour moi, le député a un devoir. Il est élu par les citoyens de sa circonscription. Quand il y a des textes, des choses importantes à décider, ça ne dépend pas que de lui. Ça doit dépendre aussi des concitoyens, de les associer. Voilà. Aujourd'hui, on décide pour nous. Il y a plusieurs dossiers qui sont très importants. Je commence par l'agriculture. L'agriculture, c'est un pilier de notre économie locale pour différentes raisons, mais c'est un secteur d'activité qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, qu'il faut épauler pour différentes raisons. On parle de transition énergétique, on va de plus en plus vers une agriculture environnementale, entre guillemets, mais il faut, dans ce registre-là, dans ce sens-là, aider, accompagner les agriculteurs. C'est un casse-tête pour de nombreux parents à l'approche des grandes vacances. Quels organismes peuvent accueillir un enfant en situation de handicap ? L'association Loisirs Pluriel a trouvé une solution. À La Roche-sur-Yon, un accueil de loisirs vient d'ouvrir pour proposer des vacances à des enfants porteurs de handicap et des enfants dits valides. L'avantage, c'est le taux d'encadrement, un accompagnateur pour 3 enfants, loin des environ un animateur pour 8 à 12 enfants selon les âges dans une structure classique. Alix Anos vous propose de découvrir cette ALSH, accueil de loisirs sans hébergement un peu particulier. Depuis 3 semaines, enfants et animatrices font connaissance au sein du centre de loisirs de l'association Loisirs Pluriel, hébergée au sein de l'école Flora Tristan à La Roche-sur-Yon. Ici, on ne fait aucune différence, les enfants valides et porteurs de handicap sont accueillis ensemble. On essaye au maximum de les faire jouer ensemble justement pour favoriser l'inclusion. Donc ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a beaucoup aussi de fratries parfois. On a beaucoup de fratries comme là, donc Sophia qui n'a pas de handicap et sa petite sœur si. On fait des activités, on joue ensemble. J'arrive à jouer avec tout le monde. Ici, l'accueil est inconditionnel et tous les types de handicap se côtoient. Certains enfants sont scolarisés, d'autres en structure adaptée. Beaucoup n'avaient en tout cas jamais mis les pieds dans un centre de loisirs. On n'est pas un centre de loisirs spécialisé. L'idée, c'est qu'on accueille à la fois des enfants en situation de handicap et des enfants valides pour qu'on soit dans de la mixité, de la multiculturalité et que les enfants puissent apprendre les uns des autres. Alors aujourd'hui, sur le démarrage, on n'a pas encore beaucoup d'enfants qu'on dit valides. On sait qu'on a des familles qui commencent à nous contacter pour la rentrée. Maintenant, il faut laisser le temps aux choses de se faire, mais je pense qu'on va avoir, j'espère, des nouveaux enfants à la rentrée qui seront du quartier et pas loin de l'école Flora Tristan. Du loisir pour les enfants et du répit pour les parents. Fondée par des parents d'enfants en situation de handicap, l'association défend également le maintien dans l'emploi des parents souvent contraints de quitter leur activité professionnelle. Mon fils, à titre personnel, allait effectivement en centre de loisirs. Il n'a pas du tout été refusé. Simplement, il a eu, par exemple, en une année, 6 AVS différentes qui se sont succédées. C'était absolument pas un accompagnement pérenne. Pour un enfant autiste, c'est très déstabilisant. Nous, quand on dépose l'enfant là, chez Loisirs Pluriel, on sait qu'on ne va pas nous dire il n'y a pas d'AVS aujourd'hui. Il n'y aura pas ce problème-là. On le dépose, on souffle, on va faire ce qu'on a à faire et puis on le récupère le soir. Avec un encadrant pour 3 enfants, le taux d'encadrement est bien supérieur à un centre de loisirs classique.
Mais avec quelques adaptations de matériel, ce sont bien les seules différences. On fait comme un centre de loisirs classique, on fait des journées sur le centre, on fait des sorties, on fait des semaines à thème. Donc voilà, c'est un centre de loisirs classique qui accueille des enfants extraordinaires. L'association se penche désormais sur l'ouverture d'un accueil de loisirs pour les adolescents de 13 à 18 ans. Pour les passionnés de cinéma ou tout simplement de la biodiversité, sachez que la communauté de communes Vendée Grand Littoral a récemment réalisé un film. Son nom, Regard Nature. Le long métrage dure 73 minutes et a pour objectif de faire mieux connaître la faune et la flore locale aux habitants. Et derrière la caméra, Philippe Garguil, le réalisateur, vous explique le scénario de son film. On a imaginé une histoire qui va mettre en scène un vieux monsieur qui est peintre animalier et qui fait des dessins et des aquarelles sur le terrain. Et on va lui faire rencontrer un jeune garçon, un petit peu rebelle, un petit peu insolent, et qui lui-même est intéressé par le dessin. Et donc, la rencontre de ces deux personnages, qui au début se fait un peu difficilement, parce que le vieux monsieur a envie d'être tranquille et seul, alors que le jeune garçon, lui, a envie d'apprendre, a envie de connaître. Et petit à petit, pendant le film, eh bien, va naître une amitié entre ces deux personnages. Direction Foussé-Perret, Claude Eas et Philippe Rouillard, propriétaires du château de la Bressère, viennent de signer une convention avec la Fondation du Patrimoine. Grâce à celle-ci, une partie des dons pour le château est défiscalisée. Pour le moment, la cagnotte sur le site de la Fondation du Patrimoine atteint 2 000 € sur 5 000. L'argent récolté va permettre des travaux pour renforcer l'étanchéité et rendre son aspect d'origine au monument. Nous, on a voulu refaire, sur les conseils de l'architecte des monuments historiques, mais aussi sur les conseils de la Fondation du Patrimoine, des travaux vraiment dans les règles de l'art. Alors, les règles de l'art, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, mais c'est aussi ce qui est le plus cher, c'est-à-dire que plus de fenêtres en PVC, mais des fenêtres en bois, le ravalement des façades fait d'une certaine manière et non plus avec des manières modernes. Donc tout ça a un coût, et c'est parce que tout cela a un coût supplémentaire que des organismes tels que la Fondation du Patrimoine nous aident à réunir des fonds. Quelques images de sport avant de refermer cette édition, avec d'abord les résultats de la Vendée-Va'a, une compétition dominée par 2 équipages polynésiens. Chez les femmes, la team Vaineoe Raiatea s'impose en 5h17. La seconde équipe arrivera 5 minutes plus tard. Pour les hommes, ATN Tahiti s'impose en 10h01, près de 7 minutes avant son dauphin. Et autre sport bien plus local cette fois, avec des images de la Coupe de France de palette du côté des Herbiers. 379 doublettes venues de 8 régions différentes se sont affrontées pour cette 16e édition. À noter la victoire de Cédric Fontenot et Gaëtan Charbonneau du Club des Essarts. Ce dernier avait déjà remporté la compétition en 2020. Voilà pour votre première édition du journal de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Avant de découvrir votre plus de l'info et vos chroniques, notre minute positive. Cette semaine, cap sur un festival de Lego. Vous allez le voir, l'événement a ravi petits et grands. Et la minute positive de la semaine vous est proposée par Alix Lanos. C'est l'heure de la minute positive avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Des plus petits aux plus grands, ils sont nombreux à s'être déplacés au royaume de la brique. Il faut dire que depuis sa création dans les années 30, la marque Lego a su conquérir un public toujours plus large. Des passionnés bien souvent piqués dès la première boîte achetée. C'est le cas de Jean-Marc et de sa femme Hélène. Plus besoin de se creuser la tête pour trouver quoi offrir à ce couple de sablés. Je ne l'ai pas amené, mais pour la Saint-Valentin, j'ai eu en Lego des roses rouges pour mettre dans mon bouquet et des tulipes en Lego. Très concentrée sur la construction de son colisée de 10 000 pièces, Hélène reconnaît que l'imbrication de ces petites briques assure elle un effet presque méditatif. Les exposants présents, une dizaine en tout, ont chacun leur raison d'aimer les Lego. C'est que ça peut aller à l'infini, on peut construire ce qu'on veut. J'aime beaucoup suivre les modèles, mais aussi laisser place à mon imagination. Le plaisir, c'est la construction, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'exposition, c'est aussi, il y a des situations où c'est très ludique en fait. C'est de partager avec les gens, et de discuter avec, de leur montrer comment ça marche, pourquoi, etc. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de les exposer, et bon, ça fait plaisir aux gens de venir les voir.
Seul inconvénient, la passion prend de la place. Sébastien est venu de Nantes pour exposer ses créations, trop souvent rangées dans leur carton. Quand on habite un petit appartement, le seul moyen de profiter de nos Legos, c'est en exposition, quoi. Et tout le monde en profite, les visiteurs les premiers, souvent bluffés par la qualité du travail, enfin du jeu. On en a plein les mirettes là, c'est magnifique. Il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait, c'est superbe. Environ 2500 personnes sont venues pendant les 2 jours consacrés à l'exposition. Une réussite pour une première organisation. Et il est 8h46 sur le plateau de votre matinale. Vous le savez, à cette heure-là, c'est le plus de l'info. Aujourd'hui, nous revenons sur une conférence à destination des adolescents. Sur le territoire du Sud-Vendée, on peut observer de la souffrance, en tout cas une difficulté pour les jeunes, parce qu'aussi la société évolue, donc les jeunes forcément évoluent. Les réseaux sociaux sont aussi beaucoup plus présents, mais ça c'est vrai que c'est un peu partout sur les territoires. Mais toute cette pression-là, ce changement de société fait que l'ado peut aller moins bien, que les parents peuvent être un peu plus perdus, qu'on a aussi un territoire où on a peut-être moins accès aussi aux services médicaux. Donc parfois, on devrait peut-être être davantage en prévention. On a en fait deux temps. Un temps avec un psychologue, donc Reynald Brisset, qui est un conférencier, un maître de conférence à l'université de Nantes, qui va présenter l'adolescence au sens large. C'est quoi un adolescent ? C'est quoi son fonctionnement ? C'est quoi cette phase de transition ? Ensuite, il va effectivement présenter quelles seraient les postures à adopter pour pouvoir accompagner au mieux son ado, ou comment on peut repérer en fait des signes d'inquiétude sur l'adolescent. Et puis on aura une deuxième partie, puisque cette partie va être plutôt théorique, on aura une deuxième partie beaucoup plus pratico-pratique sur localement, si j'ai une demande, une question, un besoin de suivi, ou plus concrètement, vraiment il y a un trouble plus important, vers quelle structure localement je peux aller. Donc il y aura une présentation de la maison des adolescents avec l'antenne sud qui se situe à Fontenay-le-Comte, et puis il y aura aussi une présentation des AS scolaires, des infirmières scolaires, CPE scolaires et psychologues scolaires sur comment ils accompagnent au quotidien les adolescents et à quel moment on peut les interpeller. L'objectif, c'est de rassurer, de donner de l'information sur ce qu'est un adolescent. Donc c'est effectivement tant les parents, les grands-parents, les encadrants, l'entourage. Parfois même, ça peut être un grand frère qui encadre un plus jeune. Mais ça peut être aussi, par exemple, des animateurs de centres de loisirs, des éducateurs sportifs qui reçoivent une difficulté par un parent ou par un ado directement. Et plutôt que de laisser en fait cette difficulté, cette souffrance en soi, pouvoir l'orienter sur une structure du territoire local pour pouvoir répondre à ce mal-être de l'ado. C'est vrai que cette conférence s'adresse autant à des parents de CM1, CM2 qui sont soit dans la préadolescence, soit qui s'inquiètent aussi de la rentrée en 6e, sur comment je peux accompagner, mais aussi à des ados où il y a vraiment des difficultés. Comme on l'a rappelé aussi, effectivement, il y a quand même 80%, 85% des ados qui vont très bien, mais on a souvent besoin d'être rassuré en tant que parent. Donc effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir rassurer ou en tout cas de guider un peu mieux les parents. Et voilà pour votre plus de l'info. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur tvvendée.fr dans notre rubrique Actu. Allez, tout de suite, on passe à votre projet du jour. Et cette semaine, nous vous faisons découvrir Marcia Léry et Handiscopique, une entreprise chargée d'aider les familles et aidants confrontés au handicap. Le but, mettre en relation les professionnels de santé avec les malades ou aussi aider à organiser leur quotidien. Le travail d'Handiscopique est surtout de moderniser cette profession en renforçant les liens entre tout un chacun.
Alors, ce qui m'a donné envie de lancer ce projet, donc je suis maman de 2 enfants. J'ai ma deuxième fille, du coup, qui est en situation de handicap depuis la naissance. Ça a été quand même le premier déclenchement, je dirais, de ce projet-là. Parce que, comme tous les parents, j'ai été confrontée au fait de devoir retourner travailler et de devoir confier ma fille. On intervient sur la dimension du handicap, de la garde d'enfants, le handy-sitting, du coup, donc c'est de la garde d'enfants en situation de handicap, le soutien scolaire. Le lien social et loisirs aussi, c'est aussi une dimension que j'ai envie d'apporter et ce côté-là, et puis après les interventions de ménage, mais après le lien social et loisirs, on est vraiment sur accompagner aussi toute personne à concrétiser des projets, voilà, que ce soit d'aller visiter un aquarium, de partir en séjour de vacances, de participer à un rendez-vous avec une association pour faire, je sais pas, du collage, des puzzles, voilà, de la discussion et accompagner aussi les gens en tout cas dans ce type de rencontres-là. Donc voilà un peu les services globaux que propose Handiscopique. Et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose en tout cas qui soit complètement différent, mais qui prenne aussi en compte cette dimension sociale, cette dimension écologique aussi, avec le fait de limiter, le fait de créer des équipes à la dimension d'une commune, à la dimension d'un secteur en tout cas d'intervention. Ça limite aussi l'empreinte carbone, ça limite aussi la fatigabilité en tout cas des salariés. On limite les déplacements de trajet, voilà, donc toutes ces démarches-là, en tout cas, elles sont pensées dans le projet, quoi. Comme c'est un projet humain, pour moi, ça me paraissait tellement évident que de le partager aujourd'hui. Voilà, le projet est bien avancé, l'agence sera basée à Challans. L'objectif de cette campagne est de pouvoir permettre à Handiscopique de se développer, pourquoi pas, sur d'autres territoires, en tout cas, c'est l'idée, permettre à Handiscopique de, pourquoi pas, avoir le jour en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en Gironde, voilà, et de se développer nationalement, un peu sur tout territoire français, quoi. Et la vidéo entière dure 5 minutes. Vous pouvez la retrouver comme le projet sur vendée-up.fr. On passe tout de suite à l'extrait du jour. Et en ce lundi, eh bien, nous retrouvons les passionnés de Grégoire de Châtillon. Nous vous proposons de découvrir le travail assez particulier de Océane Stocker. Elle est maréchale ferrant. Océane, toi, quand tu es avec un cheval si proche du cheval, tu te sens bien? Oh oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est ce que je voulais faire. C'était ça mon but, être proche des chevaux. Donc forcément, on est bien. Et à ce métier, finalement, on peut difficilement être plus proche d'un cheval que quand on est maréchal ferrant, sauf quand on le monte. Dans ton métier, il faut se faire respecter du cheval. Donc, il faut pas mourir, quoi, c'est mieux. Il y a une habitude, il y a une approche. Oui. Tu te sens à l'aise déjà, généralement, quand tu vas à la rencontre d'un nouveau cheval? Oh oui, il faut. Bah, si on n'est pas à l'aise, il le sent. Et après, il peut ne pas être en confiance aussi et ça peut devenir dangereux. Si nous, on a confiance en nous, quand on va le chercher, déjà, ça fait la moitié du chemin. Il y a une tactique d'approche quand tu vas ferrer un cheval que tu ne connais pas ou pas? Oui, bah, faut se méfier. Si on le connaît pas, on sait pas comment il peut réagir. Donc bien sûr, il faut pas arriver en lui sautant dessus. Hein. Sinon, il va se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis après, bah, faut toujours faire attention. Peut-être un peu le terrain, quoi, on va dire. Océane, ça prend combien de temps d'ailleurs de ferrer un cheval? Alors il y a 4 sabots, ça prend un peu de temps, j'imagine. Oui, ça prend environ 1 heure, on va dire. Pour quelqu'un tout seul, ferrer les 4, oui, c'est à peu près 1 heure. Ouais. Alors, si tout se passe bien. Pour ceux qui pourraient se poser la question, pourquoi fait-on un cheval? On fait un cheval quand il travaille. Parce que forcément, ça use la corne. Après, il y a des chevaux qui n'en ont pas besoin. Il y a des chevaux où on fait juste des parages et ça va très bien. Mais ça dépend de la qualité de la corne, le travail qui est fourni par le cheval et qui est demandé par le cavalier. Plus le cheval va travailler, plus il va user ses sabots. Donc il faut travailler, c'est se déplacer. Oui, c'est ça, sauter, faire du dressage, avec un cavalier sur le dos. Donc forcément, ça use. Et à 8h54, nous vous rappelons l'actualité principale de cette journée avec le fort allant des visiteurs, des touristes et des Vendéens aussi pour le week-end de l'Ascension. Répétition générale avant la haute saison. Et oui, c'était l'occasion pour ce week-end de l'Ascension. Les commerces ont fait le plein. Vous étiez nombreux à faire le pont. L'affluence était forte un peu partout en France et sur le département. Diane Delangle vous proposait de découvrir la situation dans notre JT. Voilà pour ce rappel des titres. Bien sûr, on passe tout de suite à votre jeu sur la matinale.
Et le jeu de la semaine est déjà constitué de cette nouvelle question que vous découvrez peut-être. Dans quel pays la culture du bonsaï est devenue un art traditionnel avant de s'exporter? Donc ça, c'est pour la question du jour. Vous avez le droit à un indice. Nous recherchons un pays en Asie, donc déjà ça peut vous aider un petit peu. Et enfin, vous avez le droit aussi à un lot, comme d'habitude, en vous rendant sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer. Vous serez peut-être tiré au sort vendredi pour 2 entrées. Il y aura 2 vainqueurs de 2 entrées pour le parc de Fémoro. Ce sont des billets qui sont valables tout au long de la saison. La visite comprend le parcours du mineur avec la mine reconstituée, l'exposition permanente sur la grande aventure humaine et industrielle, mais aussi l'expo temporaire mine et une brique Lego. Voilà pour le jeu de la matinale et c'est ainsi qu'elle s'achève également. Je vous remercie de l'avoir suivi, merci de votre fidélité devant le poste. On se retrouve bien sûr dès demain à la même heure pour votre prochaine matinale. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée.